Merci beaucoup, M. Lens. En réalité, je verrai ce discours sous deux angles. D'abord, le premier angle, qui serait celui de l'inopportunité, c'est-à-dire que ce discours, quoique très attendu, parce qu'il était annoncé et que tout le monde voulait savoir, c'est que le commandant en chef des forces armées de notre pays allait dire. Alors, on pouvait dire qu'il était très attendu. Mais on est en temps de guerre. Un temps où on a plus besoin d'action que de rhétorique. Donc, ce discours, si j'avais été appelé à donner un point de vue au chef de l'État, je ne l'aurais pas conseillé de le donner et surtout pas dans cet angle-là. Mais puisque le discours a été fait et le chef de l'État a évoqué ce que vous venez de dénoncer, à l'analyse de ce que le chef de l'État a dit face aux réalités sur le terrain, je pense que le chef de l'État a, comme le patron d'une grande entreprise qui est en train de perdre en bourse des points, il est sous le choc, comme nous tous, et il essaye de ranimer notre foi, notre confiance. Il essaye de nous encourager à garder la foi et il nous rassure de ce que les choses allaient s'améliorer. Mais je n'aimerais pas faire une analyse complaisante. Comprenez qu'il s'agit ici de la vie de toute une nation. L'effet d'annonce, nous en avons parlé à plusieurs reprises sur vos ondes. J'aurais aimé parler de ce que ça a fait, à commencer pas plus loin que l'annonce sur la peine de mort et la condamnation de Koulouna. Voyez la contradiction qu'il y a eu dans le gouvernement. Le ministre d'État en charge de la justice dit, annonce avec fracas, après que les voix se sont élevées, à l'intérieur comme à l'extérieur, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, donne un point de vue contraire à celui du ministre d'État. Et le chef de l'État, pour conclure, vient dire autre chose encore par rapport à ce que le ministre avait dit. Et ça nous plonge dans la confusion. Est-ce une décision qui sera, comme ne cesse de le dire le ministre, respectée, réalisée, ou, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, ce n'était que pour faire peur. Mais est-ce que ça aura réellement fait peur? C'est l'effet d'annonce. Le chef de l'État n'est pas à son premier coup dans les effets d'annonce. Et nous savons ce que cela nous a apporté. Et il est important, nous l'avons souvent dit sur vos ondes, la parole du chef, un oui reste oui, un non reste non. Et le chef ne parle que quand il est réellement nécessaire de parler. Et là, je présume qu'il y a eu nécessité à l'analyse du chef de l'État qu'il parle. Nous en sommes contents qu'il nous ait encouragés. Mais est-ce que cela va se matérialiser au regard de la réalité sur le terrain? Depuis le début de cette crise, Alerte à RDC a parlé et n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme. Ne vous rapprochez pas de l'EAC. Ils ne sont pas nos amis. Parce que c'est la plupart des États de l'EAC sont des États
menacent notre pays directement ou indirectement. Comment vous allez prendre quelqu'un qui vous tue et vous lui demandez de venir assurer votre sécurité et la sécurité de vos enfants? Vous connaissez les contradictions qu'il y a eu. Les forces de l'EAC, Bunagana tombé, doivent rentrer au pays. Le chef de l'État annonce avec fracas depuis les États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas, que les forces de l'EAC vont venir mettre fin à la crise et que ces forces passeraient par Bunagana. Bunagana occupé. Et ces forces, les forces ennemies sont entrées par un certain pays, l'Ouganda. Et les forces de l'EAC dans l'Ouganda vont entrer par l'Ouganda, donc Bunagana, pour neutraliser les forces ennemies qui sont à Bunagana. Même si on donnait cet exercice à mon enfant de 12 ans, croyez-moi, il sera perdu. Mais ces forces de l'EAC, contrairement à l'annonce du chef de l'État, qui n'était pas très opportun, en tout cas en ces temps-là, et là, je le dis par rapport à ces services de communication. Parce que toutes les conséquences d'une mauvaise communication ou d'une communication pas très appropriée, nous les assumons tous. Parce que c'est le numéro un d'entre nous, celui qui nous engage qui le fait. Mais il faudrait que quelqu'un paye un jour ou l'autre. Toutes ces communications qui nous ont conduits là où nous sommes. Les forces de l'EAC sont entrées par le Rwanda. Et le Rwanda qui est supposé, pas supposé, qui est l'État qui nous agresse, ou l'un des États qui nous agresse, est contributeur de l'EAC. Des forces qui vont venir nous protéger contre le Rwanda. Vous voyez l'ambiguïté dans la chose. Vous voyez ce qu'on fait faire et ce qu'on fait dire au chef de l'État. Parce que le président de la République n'est pas un magicien. Il s'entoure des techniciens dans tous les domaines de la vie de la nation. Et ce sont ceux-là qui, sur le plan électoral, qui lui donnent des éléments de langage. Sur le plan militaire, le chef de l'État n'a jamais été militaire, qui lui donne des éléments de langage. Et lorsque vous biaisez les éléments de langage que vous donnez au chef de l'État, c'est nous tous qui en souffrons. Et nous en souffrons aujourd'hui. Nous sommes en difficulté parce que un grand espace de notre territoire national à l'Est est tombé entre les mains des forces irrégulières. Nos populations, femmes et enfants, au premier plan, continuent de tomber comme des mouches. Et Alerte RDC n'a cessé de communiquer sur ça et de tirer la sonnette d'alarme. Nous pensons qu'à un moment, il faut s'arrêter, réfléchir, chercher la cause, même si aujourd'hui, la situation devient très complexe. Beaucoup plus complexe que lorsqu'on n'avait qu'un Bunagana entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, ce sont des territoires et c'est même la capitale même, je dirais, de notre espace oriental du pays, qui est en difficulté. Qu'est-ce qui va nous arriver? Voyez jusqu'où nous en sommes. Le chef de l'État a parlé. Nous avons cru, comme d'habitude, en ce qu'il dit, parce que c'est la parole du chef. Mais sur le terrain, croyez-moi qu'il y a des efforts à fournir. Sinon, la difficulté, sincèrement, le chef de l'État ne fait pas une main tendue. Je sais que ce n'est pas le chef de l'État qui a utilisé le terme, c'est vous qui interprétez les dires, les propos du chef de l'État comme une main tendue. Mais il est le chef de l'État. Il va tendre la main à qui? Le chef de l'État a essayé de mobiliser ses compatriotes de tous bords. Mais est-ce que cela suffit par rapport à la réalité, à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui, je venais de le dire, devient de plus en plus complexe? Il ne s'agit pas d'une localité prise. Est-ce que le fait, je viens de parler aussi là, de feu d'annonce,
Figurez-vous qu'il y a quelques semaines encore, à l'occasion de la fête de Noël, le chef de l'État avait parlé. Et il avait lancé un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Quel effet s'en est suivi? Et aujourd'hui, que le pays s'enfonce davantage dans la souffrance que nous déplorons, pour laquelle ou pour lesquelles nous sommes tous mobilisés à pouvoir tout mettre en œuvre pour que la situation soit contenue et de belle manière qu'il soit, le chef de l'État lance encore une fois un appel. Et il ne s'agit que de mots. Excusez-moi, avec toute la considération due. Il ne s'agit que de mots. Aujourd'hui, comme hier. Maintenant, ce qu'il dit, il appelle. De quelle manière est-ce que ces forces vont se galvaniser? Autour de quoi? Lorsque le chef de l'État ne met pas sur place ou en place un mécanisme qui devait contenir cette idée. Le chef de l'État a parlé de l'effort de guerre, que tout le monde devait y contribuer, qu'il aurait donné des instructions, des orientations au gouvernement. Mais de quel gouvernement? Quelles instructions? Parce que le chef de l'État n'a rien dit sur la question. Alors, c'est un peu comme si vous gagnez 50 000 $ le mois, et on vous dit, bon, dites-nous, pour l'effort de guerre, diminue ton salaire. Eh bien, allez-y, vous allez diminuer votre salaire de combien? Si on veut réellement, s'il y a réellement une volonté de pouvoir contribuer à l'effort de guerre sur le plan économique, parce qu'on a réellement besoin d'argent, et il y a beaucoup d'argent de dilapidé, je dis bien dilapidé dans le détournement, dans le paiement je ne sais pas, honoraires ou des salaires, à la limite qui frise les ridicules, puisque ce que gagnent nos ministres et nos députés est ridicule comme salaire. Et pour quel travail? Puisque sur le terrain, il n'y a aucun résultat. Je dis bien, il n'y a aucun résultat. Le pays est en difficulté sur le plan sécuritaire, le pays est en difficulté sur le plan sanitaire, le pays est en difficulté sur le plan éducationnel, le pays est en difficulté. Mais il y a des gens qui gagnent énormément d'argent. Pour quel travail? Aucun. Vous allez peut-être me poser la question, ce qu'il faut faire, il faut suspendre ces institutions. Et ça, Alerte RDC l'avait dit déjà, l'année passée, dans son plan de contingence qu'il a proposé et qu'il va mettre à jour par rapport à la réalité d'aujourd'hui, parce qu'il faudrait que nous se prenions au sérieux. Si on veut que les autres nous prennent au sérieux, aujourd'hui nous ne sommes pas pris au sérieux. Parce qu'on nous dit, les Congolais vous parlez trop, et à peine si vous faites. Alors il est temps que le paradigme change. Et pour que ça change, c'est le chef de l'État qui doit donner les dons. Et le chef de l'État, on n'en a pas deux. C'est Félix Tshisekedi. Et c'est comme ça que, comme toujours, nous l'encourageons à pouvoir mettre en place un mécanisme réel de promotion de la cohésion nationale. Parce que sans mécanisme, on lance un appel, c'est comme une parole en l'air. Il ne suffit pas qu'un ministre ou qui que ce soit appelle à une prière. On ne gagne pas une guerre avec la prière. On gagne la guerre sur le terrain avec des armes. Je suis croyant, je suis chrétien, je crois en la Bible, et Moïse, pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans Canaan, les Israélites se sont battus. Pendant que les pasteurs priaient, les mains en l'air, les regards tournés vers l'Éternel des armées, les militaires sur le terrain étaient en train de combattre. Mais pour que les militaires combattent, ils doivent être en état de combattre, sur le plan logistique et sur le plan social. Est-ce que leurs familles sont en bonne condition? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont les conditions nécessaires pour le faire? Et nous encourageons le chef de l'État et le gouvernement en place, en tout cas,
de pouvoir mettre nos forces de défense et de sécurité dans les... Il ne suffit pas de dire qu'on a acheté, que l'armée a... Quel est le terme qu'on utilise a fait quoi? Et a gagné en puissance. Et alors que sur le terrain, nous avons des difficultés. Et si nous ne voulons pas regarder les difficultés en face, si vous êtes malade et que vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes malade, vous allez en souffrir et vous en mourrez. Si vous avez une petite plaie sur la jambe et que vous n'en donnez pas le traitement approprié, cette plaie va s'infecter et à la fin, vous aurez une jambe amputée. Et il ne faut pas se regarder 2 fois dans le miroir pour dire qu'il faut qu'on se prenne au sérieux. Le problème est réellement sérieux. La RDC est envahie par des forces irrégulières, par des États ennemis, et il faut les considérer comme tels. Et tous, nous devons être unis, mais pour que cette unité et cette cohésion soient manifestes, il faut un mécanisme qui contienne cette unité et qui promote cette unité. Et la seule personne indiquée pour le faire, c'est le président de la République. Pas par des discours simplement, mais par des faits. Il va dire, à partir de maintenant, voilà le mécanisme que je mets en place pour la cohésion nationale. Voilà ce que les dispositions que j'ai prises, qui sont prises pour l'effort de guerre. Moi, en tant que chef de l'État, je ne sais pas combien le président de la République gagne, en tout cas, si quelqu'un le sait, alors je mets 80% minimum de mes honoraires à l'effort de guerre. Parce que le chef de l'État peut même renoncer à tout son salaire. Il ne dormira jamais affamé. Donc, s'il dit qu'il renonce à ses honoraires mensuels pour l'effort de guerre, et que tout ministre donne minimum 75% à 80% de ce qu'il gagne, tout député, on rabat tous les émoluments qu'ils prennent, on suspend tous les avantages non essentiels, parce que ça n'a aucune importance. Je pense qu'on aura fait œuvre utile du discours du chef de l'État. Vous l'avez appelé ennemi. C'est comme une maladie. C'est comme le cancer. Lorsqu'il attaque un organe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étend, non? C'est ça l'ambition. C'est-à-dire, c'est de gagner le corps entier. Et si, très vite, vous ne vous avisez pas et que vous ne prenez pas les soins appropriés par des spécialistes, comprenez que vous finirez par une métastase. Et la métastase, ça tue. Et aujourd'hui, vous l'avez appelé ennemi, il est dans le mur, il a déjà envahi plusieurs organes de notre corps, et maintenant, il faut soigner et il faut soigner vite. Et il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Mais je l'ai dit, permettez que je me répète, même si vous m'avez presque dissuadé, et mettre la main dans la pâte nécessite qu'il y ait un cadre, nécessite qu'il y ait une pâte dans un pot ou dans quelque chose où tout le monde va mettre la main. Et ce cadre-là, il n'y a qu'une seule personne pour le créer, c'est le chef de l'État. Et si on ne le fait pas, eh bien, il y aura métastase. Parce que nous voyons que ça a grandi. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Et tout Congolais digne de ce nom a le cœur qui saigne aujourd'hui sur ce qui se passe dans notre pays, à l'est de la République particulièrement, et qui s'étend vers l'ouest. Et il est important que nous soyons tous conscients du mal dont nous souffrons et qu'il nous faut une vraie thérapie. Et la thérapie ne peut être donnée que quand on a la volonté et qu'on trouve le vrai spécialiste. Voilà, j'ai parlé de la dernière question, mais permettez-moi peut-être un bonus. Au cas où le chef de l'État n'arrivait pas à convoquer tout le monde autour d'une table telle que vous venez de le dire, en tant que société civile avec l'Église, est-ce que vous ne pouvez pas penser à faire quelque chose de pareil pour aider la République? Nous pensons que le chef va nous écouter.
C'est vrai, vous me direz, mais ça fait des années que vous parlez et qu'il ne vous a pas écouté. Tant mieux. Mais on est aujourd'hui face à une situation différente d'hier. Et il est donc dans l'intérêt de la nation, dont le chef de l'État en est le garant, de pouvoir se mettre à l'évidence et de nous écouter enfin. Parce que quand nous parlons, nous ne le faisons pas pour le plaisir de le faire. Les conséquences sont là. Et ces conséquences, nous les assumons tous. Et demain ou après-demain, et pendant que ça chauffe, il y en a qui prennent des avions et qui s'en vont. Mais c'est la population qui reste mourir ou souffrir sur le terrain. Et donc, c'est notre devoir, en tant que citoyens, en tant que société civile, avec nos églises qui n'ont cessé de parler. Et ici, je vois et je salue les efforts inlassables de l'église protestante et de l'église catholique du Congo. Malgré les insultes qu'ils essuient matin, midi, soir, on finit par comprendre qu'il est important qu'on tende un peu l'oreille vers ce qu'on dit, vers ce qu'ils disent, pour qu'ensemble, nous puissions faire ce qui est essentiel pour sauver notre pays. Une autre option, je ne l'explorerai pas. Donc, c'est-à-dire, au cas où le chef de l'État ne vous écoutez pas. Si je parle aujourd'hui, je le fais parce que je crois que le chef de l'État m'écoutera. Je parle parce que, en tant que société civile, en tant que partie prenante de notre société, je le fais. Je me poumonne matin, midi, soir, espérant que le chef de l'État m'écoute. Et c'est notre devoir de continuer à le faire et de le pousser, s'il le faut, à nous écouter et à changer de donne. S'il n'y a pas changement de paradigme, et croyez-moi, la situation aura du mal à s'améliorer, si elle va s'améliorer. Donc, il est important que l'on ne se lasse pas, que les uns les autres, que l'Église catholique, que l'Église protestante demeure debout et que la société civile, la vraie, non inféodée, qui n'est pas au service d'un camp politique, ni de l'opposition, ni de la majorité, s'élève réellement aux côtés de l'Église catholique et de l'Église protestante pour accompagner les chefs de l'État et les institutions de notre pays à pouvoir trouver une solution définitive à ces problèmes auxquels nous sommes confrontés.